Allô Maman Solo, épisode 3. Installe-toi confortablement, nous avons des choses à nous dire sur la séparation. Il me semble important de commencer par ce thème qui est la séparation. Le point de départ d'être maman solo, c'est cette séparation qui a eu lieu. Nous l'avons dit, que ce soit parce qu'on a décidé de faire son enfant seul, parce que nous sommes divorcés, ce qui est mon cas, parce que le conjoint nous aurait abandonnés ou vit loin, ou pire encore si c'est un enfant qui est peut-être issu d'une grossesse non désirée ou un papa qui est décédé. Finalement, quelle que soit la forme, le point de départ est qu'il y a eu une séparation. À un moment, on s'est retrouvé dans la situation d'être, entre guillemets, seul à devoir s'occuper de ses enfants. La vie a ceci d'ironique qu'elle nous ramène souvent tout à un même endroit. Celui où on se regarde et on comprend qu'il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Elle nous rend humbles. Parce que quel que soit le chemin, il y a ce point de rencontre, ce carrefour où nous nous croisons toutes en pensant « nous sommes mères seules », entre guillemets encore. Et si nous sommes honnêtes, en réalité, nous savons que nous avons tendance à juger ce qui est bien, ce qui est mal. Mais la parole dit que, quels que soient nos jugements, il fait pleuvoir sur nous toutes, il peut pleuvoir sur nous toutes. Et de ce carrefour, nos chemins vont se séparer parce que nous allons gérer justement cette séparation, cette façon d'être maman seule différemment. Mais définitivement, life will humble us. La séparation, c'est une cassure qui s'installe. C'est un éloignement qui marque finalement l'arrêt de ce qui a été. Un couple, une relation, un mariage, quelque chose en fait qui était uni et qui s'est séparé. Il n'y a pas d'autre mot, qui s'est divisé. C'est un deuil en soi en fait. Finalement, c'est un deuil de cette relation, d'un idéal, de projet de vie à deux, d'une vision. Et tout comme le deuil, il y a des phases en fait qu'on doit traverser dans cette séparation. Alors les psychologues vont nous dire qu'il y a plusieurs phases de deuil dans un deuil, et je pense réellement que dans la relation aussi, dans la séparation, il y a ces phases-là, le déni, la colère. Alors certains disent marchandage ou envie de vengeance, etc. Je vais laisser cette partie libre, entre guillemets, d'appréciation de comment chacun va le vivre. La dépression, ok, et finalement l'acceptation. Et je crois réellement que même dans dans la séparation, on traverse ces phases-là. Encore une fois, chacune va les vivre différemment. Il y a des 2 en 1, il y a des 5 en 1, il y a des 3 en 1. Donc, chacun va vraiment vivre ces phases-là différemment, mais je pense qu'elles sont réelles. Et la seule peut-être différence, c'est que quand on ne les connaît pas, on ne met pas forcément de nom dessus. On n'arrive pas forcément à se dire « Ah oui, à ce moment-là, c'était ça ». Mais une fois qu'on connaît ces noms-là, on réalise que « Ok, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça ». Je crois que même une maman qui a fait son bébé toute seule, comme on dit souvent, vit aussi cette séparation, ce deuil de quelque chose. Et pourtant, on pourrait croire que non. C'était son choix. Donc, normalement, il n'y a pas de deuil en soi. Mais pas forcément, parce que il y a peut-être derrière ce choix de le faire toute seule, le deuil de la famille qui aurait pu être là. Et quand je prenais l'exemple aussi tout à l'heure de peut-être une maman qui a une grossesse qui n'est pas désirée, derrière, il y a peut-être aussi le deuil, la séparation de l'idée que voilà comment on conçoit un enfant. Ça doit se faire dans ces conditions-là. Et finalement, elle se retrouve avec un enfant qui n'a pas été conçu dans ce qu'elle avait imaginé. Donc, c'est une séparation aussi un deuil, de ce qu'on avait imaginé. Alors ici, ça va pas être la séparation de couple, qui est ce dont on va parler, mais ça va quand même être un deuil de quelque chose. C'est pour ça que je me suis dit, avant d'aller plus loin, remettons-nous au même pied d'égalité. On se comprend en disant que finalement,
il y a un deuil, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui était, une croyance, une vision, une pensée qui était, et en fait, on se retrouve à un endroit où cette chose n'est plus finalement, et il faut faire avec. Évidemment, si tu es maman et que tu n'avais aucun rêve de famille, aucun rêve d'être avec un homme et que tu as décidé de faire ton bébé parce que ton rêve c'était de faire un bébé, fine. Nous ne sommes pas là dans les jugements. Encore une fois, c'était vraiment pour dire que finalement, la vie a ça de particulier qu'elle peut nous ramener à un endroit, toutes en tant que femmes, qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas pensé en fait. Mon cadre à moi, c'était le mariage. Donc j'ai vécu cette séparation vraiment comme la pire des trahisons. Elle ne concernait pas seulement moi, mais elle concernait aussi mes enfants et tout un tas de choses, tout un tas de principes. Donc vraiment, quand je suis rentrée dans cette phase réellement de séparation, moi c'était ça, c'était vraiment la trahison. Donc pour moi, la phase de choc, la première phase, c'était pas forcément, c'était est-ce que c'était un déni? Non, c'était un choc en fait, un choc mélangé avec de la déception. C'est une saveur très particulière. Je ne vous souhaite pas de la goûter, mais c'est assez particulier. Le choc était tellement violent que j'avais l'impression qu'en fait, il y avait un TGV qui m'était rentré dedans et j'étais anesthésiée. C'est-à-dire que je comprenais pas, littéralement, je comprenais pas ce qui se passait autour de moi. Donc mon cerveau était là, il essayait de processer une information, mais je dis toujours erreur 404 en fait. À chaque fois au même endroit, il y a un bug. Donc je pense que je faisais l'analyse du truc et à chaque fois que j'arrivais à l'endroit, je buguais. Donc, je sais pas comment vous êtes, comment c'est arrivé dans vos vies, comment vous avez vécu, comment vous vous sentiez. N'hésitez pas à partager, ok, comment vous étiez. Mais pour moi, euh, je me disais, en fait, ce qui est en train de m'arriver, l'étape d'après, c'est la mort, quoi. C'est-à-dire que ce niveau de trahison là, next step, c'est la mort. Et je le dis honnêtement parce que je comprenais pas en fait ce qui était en train de se passer. Donc réellement, le déni, le choc, etc. C'est vraiment le premier. Voilà, tu te dis mais comment? Et les premières personnes à qui j'ai pensé, c'était mes enfants. Je pensais, je me disais mais je peux pas les laisser vivre dans ça. Et jusqu'aujourd'hui, quand je repense à ça, je me dis c'était vraiment c'était je pensais à ça et je le disais, je dis mais comment en fait ils vont vivre? Comment on vit dans ça en fait? Parce que j'arrivais pas à mettre les mots, j'arrivais pas à trouver un mot pour dire la situation qu'on traversait. Et surtout, je ne comprenais pas que des adultes ne comprennent pas l'impact de leurs actes sur les enfants. C'est pas des enfants qui n'existaient pas, c'est des enfants qui étaient là, qui étaient visibles, qui étaient palpables. Donc dans ma tête, il y a vraiment eu un bug en fait. Et quand j'y repense en lisant, comme je disais tout à l'heure, les étapes finalement du deuil, ça a été vraiment ça. C'était pas un déni dans le sens où je voyais, c'était une réalité, mais c'était un choc de me dire, en fait, comment? Ouais, que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à mettre des mots. Mais voilà, je pense que ces étapes sont vraiment réelles. Et après coup, on arrive à poser des mots. Donc, c'est vraiment la première étape. Donc, ce que je retire, c'est que définitivement, en fait, on ne peut pas contrôler les gens, mais on peut être absolument maîtresse de nos choix et de nos réactions à ce que les gens nous envoient dans la figure. Alors, je veux parler à une maman qui est dans le dur de la séparation et lui dire que ce sont ses valeurs et ses convictions qui doivent être ses moteurs. Être au début de ce deuil-là, au début de cette séparation, ce n'est absolument pas la même chose que d'avoir fait 2, 3 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans. D'ailleurs, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, mais j'espère qu'on met pas 10 ans dans une séparation, entre guillemets. Mais c'est pour dire que c'est être dans le dur, être en plein dedans, c'est hyper compliqué. Et ce qui doit nous driver absolument, c'est ce en quoi on croit. C'est nos valeurs, c'est nos convictions. Et c'est ça, moi, qui m'a aidé
à toujours garder le cap, à toujours faire des choix et prendre des décisions qui étaient alignées avec moi-même, même si tout le monde autour de moi me disait non, ne fais pas ça. Et des fois, quand bien même finalement ma décision paraissait une erreur après coup, j'étais alignée finalement avec mon erreur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de libérer mon temps. Donc, quand on est dans le dur, c'est important de libérer du temps, de libérer de l'espace mémoire dans son cerveau, car il y a beaucoup de choses à processer. Et si on veut que notre système redémarre, il faut donner de l'espace. Donc moi, ça s'est fait en arrêtant le travail. Donc j'ai libéré vraiment du temps et de l'espace par rapport au travail. Et ça a été possible parce que, bon, comme je l'ai dit, je vis en France, donc j'ai pu voir un médecin et j'avais les justificatifs, en tout cas nécessaires, pour pouvoir libérer ce temps-là. Certaines vont me dire oui, je passe à autre chose comme ça, d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Et moi, je leur dirais, c'est sans doute la raison pour laquelle, en fait, tu vis la même chose. Il est important de s'arrêter et de faire un point, de faire ce point seul. Certaines mamans ont un pouvoir particulier, cette capacité de faire abstraction de leur challenge pour gérer le quotidien. Ou alors, elles sont dans des situations de vie qui ne leur permettent pas de s'arrêter. Et je leur tire vraiment mon chapeau. Mais je me dis, de toute façon, il y a toujours ce moment où il faut s'arrêter. Et même si on a pu gérer le quotidien, on a été dans l'obligation de gérer le quotidien, il y aura toujours ce moment où on sera, entre guillemets, brisé, où on va s'arrêter et finalement, on va devoir prendre le temps pour regarder en fait la situation en face, pour regarder ce que nous sommes en train de traverser. Et c'est encore une fois un moment où la vie nous rend humbles parce que quand bien même on a cette capacité-là, à un moment, notre corps, notre mental, notre esprit, en fait, va craquer et va nous dire, en fait, c'est bon, là, maintenant, tu t'arrêtes et tu regardes la situation en face et tu fais les choses que tu dois faire. Quand j'étais dans le dur de la relation, je repensais aux dernières années de mon couple et je m'appelais le hamster. En fait, vous savez, les hamsters, ils sont dans une cage. Et ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Et en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à rouler. Parce que s'ils arrêtent pardon, pas de rouler, mais je sais pas comment on dit ça, mais s'ils arrêtent le mouvement, en fait, qu'ils sont en train de faire, bah, la roue s'arrête. Et moi, dans les dernières années de ma relation, c'était ça. J'étais devenue un hamster. Donc, je roulais, je roulais, je roulais. Je répétais, en fait, le même mouvement, juste pour que ça ne s'arrête pas, juste pour que ça ne s'arrête pas. Et c'est le piège, en fait, dans lequel on peut se retrouver quand on est dans la séparation et qu'on veut absolument gérer ce quotidien. Parce que le quotidien, c'est un rouleau compresseur. Il faut continuer à rouler pour que le quotidien fonctionne. Parce que si on s'arrête, il ne fonctionne pas. Mais finalement, on a besoin de cet arrêt-là. On a besoin de faire stop. Et le moment où j'ai fait stop, j'ai arrêté d'être le hamster, bah, je suis rentrée concrètement dans la fin de mon couple, en fait, dans la fin de mon mariage. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, quand je suis rentrée dans cette phase dans ce dur de la relation, une des premières choses qui m'a paru essentielle, et de toute façon, j'avais pas le choix parce que j'étais sous le choc, comme je disais tout à l'heure. J'étais aussi enceinte, c'est qu'il fallait que je m'arrête. C'était essentiel. Il fallait faire un stop. Et ça a été possible parce que je me suis arrêtée de travailler, donc du coup, ça m'a libéré du temps. Donc, ce que je retiens, et ce que je dirais à une maman, c'est que oui, la séparation, c'est un deuil. C'est un deuil. Il faut vivre ce deuil pleinement, doublement, triplement, mais vraiment avec toutes ses tripes. Et pour ça, en fait, il faut donc se créer cet espace-là, ce temps-là où on s'arrête et on dit, mais damn, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Maman, tu as le droit de demander, tu as le droit d'être tétanisée, énervée, de pleurer, de crier, d'être glacée, d'être chaude, d'être froide, de jurer, de crier, mais tout doit sortir. Il faut faire sortir ces choses de ton corps parce qu'elles détruisent de l'intérieur, en fait,
Et ces sentiments et ressentiments, en fait, c'est ça qui rend les femmes malades. C'est ça qui tue les femmes depuis des années, des générations et des générations. Donc, j'ai envie de dire à une maman solo ce soir ou ce matin, peu importe le moment où tu vas écouter, vis ton deuil. Fais ton deuil de cette relation-là. Peu importe les étapes. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être 2 en 1, ça peut être 1 en 5, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais vis cette séparation-là pleinement. Ce que j'ajouterais, c'est autant il est essentiel de vivre donc pleinement ces émotions de la séparation, autant il est crucial de ne pas les laisser être nos drivers. En fait, ce sont nos valeurs et nos principes qui doivent nous dicter nos actes, mais pas nos émotions. Les émotions, on veut les faire sortir, mais les décisions, on veut qu'elles soient les nôtres. On veut posséder nos décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi que si j'ai envie de pleurer, je prends le temps de pleurer. Mais quand je dois prendre une décision, je dois être alignée avec mes valeurs. Je dois être alignée avec ce en quoi je crois. Je dois être alignée avec la vision que j'ai de moi-même. Ce n'est pas tout le temps facile, mais avec le temps, on y arrive. Et justement, en se laissant le temps de faire sortir les émotions, on se retrouve à un endroit où, parce qu'il y a moins d'émotions, ben on arrive plus à décider et à être aligné avec ses décisions. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai vécue. En fait, nos principes de vie sont vraiment des colonnes vertébrales très puissantes. Ce en quoi on croit. C'est ce qui nous permet d'être droit ou droite quand les challenges arrivent. Ensuite, on a parlé déjà un peu plus haut de libérer du temps, de libérer de l'espace. Ce n'est pas toujours possible, évidemment, mais ça permet de gérer les enfants, ça permet de gérer la famille, ça permet de gérer vraiment tout ce qu'il y a à gérer autour de ce deuil-là, de cette séparation, de ce changement. Ça permet de se réorganiser, s'il faut déménager, des fois même il faut changer de boulot, des fois. Donc ça permet de penser en fait tous les changements qui sont à venir et qui sont en cours. Comment on va les mettre en place? La troisième des choses, c'est maman, fais-toi accompagner. Parle, je ne le dirai jamais assez. Il faut qu'on arrête avec cette culture du tabou, du silence, des non-dits, de « je vais gérer ». Il faut qu'on arrête avec ça. Et ça va de pair avec le fait de ne pas exprimer ses émotions. Ça tue. Le silence tue. Garder ses émotions tue. Donc, il faut absolument qu'on arrête. Donc, maman, si tu es dans le dur, encore une fois, si tu es dans une de ces phases de séparation compliquées, parle, fais-toi accompagner. Le premier contact qu'on a avec les personnes, ça va être notre entourage, ça va être la famille, ça va être essentiellement même d'abord la famille, je pense. Mais rends-toi service, maman. Parle. Parle pour toi, parle pour tes enfants. Et il ne s'agit pas en fait ici de se répandre partout, sur les réseaux ou bien sur des personnes qu'on ne considère pas forcément. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se rapprocher de professionnels. Le premier rempart, c'est le support system. J'ai et j'aurai encore cette grâce d'avoir une famille qui s'est mobilisée autour de moi. Des amis qui se sont mobilisés autour de moi. Et je me rappelle, une des premières choses que j'avais dites à mes amis, c'est que j'ai besoin de vous. En fait, j'avais besoin qu'elle soit mon premier rempart. Ma famille, mon second rempart, pardon. Ma famille était mon premier rempart. Ils m'ont encadré. Et le deuxième rempart, c'était mes amis. Donc, je leur ai dit, j'ai besoin de vous. Voilà ce qui est en train de m'arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, parler aussi, c'est une forme de protection. Parce que derrière, les personnes seront capables de faire le filtre des informations qui vont arriver vers vous. Et donc, oui, on n'a pas tout le temps la grâce d'avoir une famille, et on parlera de ça dans le deuxième point, mais quand on a une famille qui est présente, c'est le premier rempart. Quand on a des amis proches, c'est le premier rempart. Et j'ai aussi une famille spirituelle qui m'a accompagnée. Donc j'ai des sœurs
vraiment qui m'ont soutenu et je ne dirai jamais assez merci, je ne rendrai jamais assez grâce vraiment pour leur vie. Parce que quand on parle, les portes s'ouvrent. Quand on parle évidemment aux bonnes personnes, les portes s'ouvrent. Donc le support système, c'est important. C'est la famille, biologique ou spirituelle. C'est les amis. Et vous les connaissez. Vous savez qui sont ces personnes-là qui ne disparaîtront pas dès les premières fissures. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais on l'abordera plus tard. Donc, maman, si tu as cet entourage-là, dis-leur ça ne va pas. Dis-leur j'ai besoin d'aide. Juste ça. Et les personnes vont pouvoir commencer à se mobiliser autour de toi. Ensuite, il y a des structures qui sont mises en place par les pays dans lesquels nous sommes. Alors, moi, j'ai la grâce d'être en France et le système social, il faut dire ce qui est, il est quand même très, très bien fait. Donc, j'ai pu en bénéficier. Déjà, j'ai parlé tout à l'heure du fait que j'ai pu être arrêtée professionnellement. Donc, ça s'est fait par le biais de mon médecin qui a constaté voilà mon état et qui m'a fait les arrêts de travail dont j'avais besoin. Et ensuite, dans nos villes, à la mairie, il suffit de pousser la porte de la mairie et de dire j'ai besoin d'une assistante sociale. Il faut parler. Les médecins, qu'ils soient en cabinet ou en hôpitaux, ont aussi la capacité de vous rediriger vers des confrères. Donc moi, à la mairie, j'ai été dirigée vers le CMPP, en fait, qui finalement qui fournit un espace de service, de dialogue, un espace de dialogue pour les enfants et pour moi aussi. Et j'ai aussi été accompagnée par Women Safe, qui est une association qui accompagne les femmes autour de tout ce qui est violence conjugale. Donc, si je n'avais pas parlé, si je n'étais pas allée vers ces structures-là, vers déjà mon médecin pour lui dire que ça n'allait pas, vers la mairie pour demander qu'est-ce que je peux faire, au commissariat aussi, ça c'est toute une autre histoire et on en reparlera aussi, je n'aurais pas eu tout cet accompagnement-là. Donc, maman, ne reste pas seule avec tes challenges. On est en France. Pour ceux qui sont à l'étranger, je vous invite à regarder vraiment sur Internet si ce type de structure existe chez vous et n'hésitez pas à les contacter parce qu'ils sont vraiment là pour vous accompagner. J'ai conscience que peut-être que dans certains cas, c'est beaucoup plus délicat que ça, mais le point ici, c'est parle. Ne reste pas seul avec tes challenges. Alors, dans le cadre des divorces ou séparations conflictuelles, la première solution qu'on va vous proposer, c'est un médiateur. Et les médiateurs, en fait, ils sont disponibles dans les centres d'action sociaux, en tout cas pour la France. Et ils vont avoir ce rôle d'essayer de trouver un terrain d'entente pour aider les familles à gérer cette période de transition. Donc, vous allez aussi avoir les avocats. Les avocats, alors ça dépend. Soit vous en avez autour de vous parce que vous allez demander des contacts, soit vous regardez sur Internet, ils sont assez accessibles. Soit c'est les associations, donc la mairie dont je parlais tout à l'heure peut vous proposer une liste d'avocats. Il y a même des permanences juridiques, donc essayez de vous renseigner quand vous n'avez pas les moyens de vous prendre un avocat. Il y a des permanences juridiques et sachez aussi que vos sociétés et vos assurances vous proposent aussi des permanences, pas des permanences, mais de l'assistance juridique. Donc, c'est compris dans les contrats d'assurance. Il faudrait lire le contrat d'assurance. Mais aussi, votre société pour laquelle vous travaillez peut aussi vous permettre d'avoir accès au service d'un avocat. Donc, dans mon cas, c'est Women Safe. Ça a été d'abord la famille parce qu'il y avait des contacts et Women Safe aussi qui m'a donné des contacts. Donc, c'est vraiment de s'entourer de professionnels en fonction de la situation qu'on est en train de traverser. C'est important et d'en consulter plusieurs. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez fait appel au conseil, à l'assistance juridique de la mairie, prenez aussi la peine de vous renseigner au niveau de l'assurance. Donc, il va vous donner les contacts d'un avocat
qui va vous conseiller. Donc ça vous permet d'avoir plusieurs, sons de cloche, plusieurs méthodologies de travail. Ça vous permet d'avoir les étapes à suivre dans le cadre, évidemment, quand je parle de la séparation, divorce ou séparation conflictuelle, ça vous permet d'avoir les étapes à suivre, OK? Et donc ça, c'est aussi important à faire et vous êtes la seule, en fait, à pouvoir suivre ces étapes-là. On pourra rentrer dans le détail, par la suite. Le quatrième point, c'est de parler aux enfants en leur expliquant, en fait, en fonction évidemment de leur maturité et de la situation qui est la nôtre, de leur expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire. Dans mon cas, je n'ai pas eu l'opportunité, en tout cas, de leur expliquer parce qu'ils ont été mis devant le fait accompli, finalement. Là où moi, j'aurais aimé qu'on prenne le temps, qu'on mette les formes, etc. Et en fait, quand ils sont rentrés à la maison, ils m'ont bombardé de questions. Et donc, je me suis adaptée en leur expliquant, en prenant le temps de mettre les mots, encore une fois, comme je disais, par rapport à leur maturité. Et je vous dis, hein, ça s'est pas fait, comment on va dire, j'ai pas fait d'un claquement de doigts. Hein. C'est que, voilà, j'ai dû m'adapter, j'ai dû dire, ok, ben, ça, vous avez vu, parce que ça arrive quand il se passe A, B, C, D. Donc, il fallait déjà que j'arrive à expliquer le schéma de comment on en arrive là. Et une fois qu'ils ont compris comment on en arrive là, maintenant, il fallait les rassurer. Parce que derrière, je pense que les enfants, et je me rends compte vraiment tous les jours, ils ont une capacité, une résilience, mais extraordinaire. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée. Et des fois, je vous assure que j'ai dû m'appuyer sur eux pour rebondir. On parlera avec eux dans un autre épisode. Mais voilà, dans ce dialogue avec les enfants, l'idée, c'est de les rassurer. De leur dire, voilà comment on en arrive là. OK. Mais pour vous, ça ne change pas que je suis maman. Il est votre papa. Elle est votre maman, je suis votre papa. Ça, c'est des choses qui ne changeront jamais. C'est pas quelque chose de, on va dire, de naturel, hein. Quand on est dans certaines situations, peut-être que le cas des mamans qui sont seules, elles n'en parleront pas, elles ne parleront pas du volet papa. Vous l'aurez compris, maman qui a fait son bébé seule. Mais c'est essentiel de prévoir ce temps pour expliquer. Parce que forcément, la question va venir, pourquoi j'ai pas de papa? Moi, c'était pourquoi il est plus là? Quand est-ce qu'il va rentrer? Donc, on aura toujours ces questions-là. Donc, il est essentiel de se préparer. Et je vous assure, moi, des fois, il fallait que je répète et que je me dise, OK, tu vas être dans telle posture, tu vas être... Donc, c'est limite un entraînement. C'est un entraînement pour pouvoir délivrer ce message-là. Mais ce qu'on fait là, en parlant aux enfants, en mettant les mots, c'est leur permettre aussi de processer leur nouvelle vie. Donc, leur nouvelle façon de vivre. Parce que quand on va demander, oui, mais pourquoi j'ai pas de papa? Pourquoi moi, mon papa, il vient pas aux réunions? Il faut se préparer. Donc, quand c'est quelque chose, comme je disais, quand c'est quelque chose qu'on a choisi d'être seul, peut-être que les mots viennent plus facilement, je ne sais pas, mais quand c'est quelque chose qui nous tombe dessus, il faut se préparer. Mais encore une fois, le point commun, c'est qu'il faut parler aux enfants. Il faut avoir un discours qu'ils comprennent. Il faut créer ce cercle-là où ils se sentent aussi en confiance. Et ça me permet de rebondir sur le point d'avant au CMPP. Il y a des psychologues aussi pour enfants qui sont là pour écouter. Faisons attention évidemment aux dérives, mais vraiment l'espace en fait qui est offert. Moi, les séances commencent à se passer. Il fallait qu'il y ait un parent minimum, donc les deux parents sont informés. Il faut savoir que en tout cas en France, la justice, à moins que ce soit des faits très graves, considère, peu importe la situation, que les deux parents ont toujours les mêmes droits. Donc, ce n'est pas quelque chose où on favorise la mère, non. Vraiment, là-bas, on va convoquer les deux parents. Vous devez être là, parce que quand l'enfant parle, il faut que vous soyez là. Et maintenant, libre aux parents de se présenter ou pas. Donc, l'enfant a cet espace de parole où il peut exprimer
où on va lui poser des questions, où il va répondre vraiment très naturellement. Je ne veux pas rentrer dans les dérives entre guillemets du système parce que là n'est pas le but. Le but, c'est vraiment ici de se dire que dans le volet, il faut parler, il faut aussi parler aux enfants et leur laisser cet espace aussi pour s'exprimer. J'ai beaucoup été conseillée aussi sur ce que je devais dire aux enfants. Et encore, shout out to all my sisters, toutes mes sœurs qui m'ont aidée. Je ne vais pas citer les noms, mais elles vont se reconnaître. Parce que des fois, j'avais du mal à me dire, il faut que je dise ça. Il faut que je dise ça. Et en fait, le fait d'être encouragé, ça rebondit sur le support système. Il faut avoir ces personnes-là qui sont capables de dire, oui, dis ça, dis ci, dis ça. Ok, évidemment, ça va passer dans ton propre filtre, maman, mais c'est des personnes dont tu sais qu'elles sont bien intentionnées et dont le bien fondé de leurs conseils va t'accompagner et va t'aider dans le dialogue avec les enfants, dans le fait de pouvoir parler avec les enfants. Le 5e point, qui n'est pas négligeable, c'était m'occuper de moi. Pause, faites pas attention au numéro. Je pense qu'on est juste au numéro 4, mais j'ai dit 5. Mais c'est pas grave, on continue. C'est dans ça, quand je dis ça, comprenez, dans ce que je vivais, que j'ai réalisé que ce que je disais à l'époque en rigolant, si je suis bien, ma famille est bien, donc je dois être bien d'abord, est réel en fait. C'est une réalité, une vérité. J'avais pas conscience à quel point c'est essentiel que maman, tu sois bien pour que ta famille soit bien. Donc les premiers jours étaient très durs parce que j'étais enceinte et j'avais mes sœurs en fait qui me disaient, tes enfants te regardent. Maman, c'est tellement vrai que en fait, comment tu réagis à un choc est un signal dans leur vie. Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est très puissant en fait. Maman, tu restes couché, ils resteront couchés en gros. Mais comment tu fais quand toi-même ça ne va pas? C'est une équation, c'est compliqué. C'est-à-dire que là où tu te trouves, il faut que tu sortes. Mais en fait, tu as des enfants qui te regardent. Tu n'as pas envie de sortir de là. Tu as envie de rester dans ton trou là parce que c'est chaud dehors. Mais tu as des enfants qui te regardent. Et tu sais que par ton comportement, en fait, c'est-à-dire que leur éducation, c'est ton comportement aussi. Donc, si tu es couché après un choc et que tu ne te relèves pas, en fait, ils vont se dire, c'est comme ça qu'on gère le choc, on reste couché. Il y a de fortes chances, en tout cas. C'est uniquement la grâce de Dieu qui a résolu cette équation-là. Je vous assure. En fait, ce que je faisais tous les soirs, c'était des prières très, très simples. Je me rappelle, j'avais pris ma Bible, j'avais pris mes enfants et ma Bible. Quand je partais de la maison, quand j'étais enfuie, je portais mes enfants et j'ai pris ma Bible que j'ai depuis des années. On est parti. Et en fait, j'avais une prière très simple. Quand j'allais me coucher, je disais merci Seigneur pour aujourd'hui. S'il te plaît, est-ce que tu crois que demain, il y a moyen? Juste demain, est-ce que tu penses que demain, il y a moyen de, tu vois? Donc, tous les jours, c'était ça. Aujourd'hui, j'en rigole, mais ces prières venaient tellement de mes tripes. Elles venaient vraiment du fond de mon cœur. Et je disais, mais papa, demain, tu vois, est-ce que tu penses que ce que tu as fait là, que tu peux refaire demain? Et c'était vraiment ça. Et donc, le matin, j'ouvrais d'abord un œil. Je me disais, bon, est-ce que j'ai pas fait une crise cardiaque dans le sommeil? Est-ce que mon cœur ne s'est pas arrêté parce que est-ce que mon cerveau n'a pas bugué? Donc, j'ouvrais un œil et puis j'ouvrais le deuxième et puis je voyais les enfants à côté. C'est-à-dire que je me voyais pas en lévitation quelque part. Non, mais les mamans, je rigole, mais c'était vraiment ça. Ma prière était vraiment très simple. Quand je me couchais, je disais Seigneur. En fait, si seulement demain, tu peux refaire la même chose, moi, ça me va. Et donc, aujourd'hui, 4 ans plus tard, en fait, cette prière a continué. Parce qu'en fait, quand j'ouvrais les yeux, je me disais, ah, chouette,
il n'en a pas fini. C'est-à-dire que cette situation-là n'était pas pour ma mort, en fait. Je paraphrase, hein. Ça veut dire qu'il n'avait pas, c'était pas, voilà. Donc, j'avais encore une journée pour faire. Et du coup, rien que le fait de savoir que j'avais encore une journée, il fallait juste que je tienne cette journée-là. Il fallait juste que je gère ce que j'avais à gérer cette journée-là. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi il fallait libérer le temps. Il fallait que je libère cet espace dans mon cerveau pour pouvoir gérer ce que j'avais à gérer cette journée-là. Et cette journée-là, ça pouvait être 50% de mes émotions, 50% des enfants. Ça pouvait être 100% des enfants. Mais c'était ce temps-là pour m'occuper de moi, donc spirituellement, finalement. Physiquement, c'est venu après. Mais c'était d'abord ça. C'était d'abord de me dire, en fait, spirituellement, il faut que ma tête, il faut que mon mental, il faut que mon esprit soit bien. Il faut que je puisse penser, il faut que je puisse réfléchir. Et c'était ça d'abord, m'occuper de moi. Je ne sais même pas si je mangeais, si je buvais, si... Certainement, parce que encore une fois, comme je disais, j'avais mon support system autour, donc ils n'allaient pas me laisser ma famille ou quoi que ce soit. Et en plus, j'étais enceinte, donc même l'enfant à l'intérieur n'allait pas me laisser ma famille dans tous les cas. Mais s'occuper de soi, maman, prendre soin de toi spirituellement, c'est très très puissant et c'est essentiel. Parce que finalement, c'est un peu comme si tu te rechargeais. Et en fait, cette recharge-là n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de te dire, ok, sur le mois, non. C'est tous les jours un petit bout. Et quand bien même des fois dans la journée, j'arrivais à un point où je disais que non, je peux plus, je disais encore à l'intérieur de moi, Seigneur, jusqu'au soir seulement, s'il te plaît, jusqu'au soir. Et ça, il arrivait à le faire. Donc, quelles sont tes bases en fait? Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Est-ce que tu te dis par toi-même tu vas t'en sortir? Est-ce que tu es comme moi qui s'appuyait vraiment sur le Seigneur? Est-ce que c'est quoi tes bases pour pouvoir t'occuper de toi avant de passer au volet physique? La dernière phase du deuil, c'est l'acceptation, nous l'avons dit tout à l'heure, et je ne la dissocie pas du fait de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. C'est prendre le temps que tu as libéré pour t'asseoir et te dire au fait, c'était quoi mes rêves? C'était quoi mes projets? De les réécrire en ajustant. Si c'était un voyage à 6, ce sera un voyage à 5. Si c'était une maison en 2020, ce sera une maison en 2025. Si c'était une famille heureuse, ce sera une famille heureuse plus. C'est vraiment cette phase où, ok, j'ai été, on va dire, punché par un TGV. Ok. Une fois que le TGV est passé, parce que le TGV il passe, hein, vraiment, vous voyez l'image du TGV, le TGV passe. C'est quand il arrive à sa gare qu'il s'arrête. Et comme c'est un TGV, lui, il a sa gare. C'est pas forcément la nôtre. Mais une fois qu'il est passé, finalement, moi, qu'est-ce que je voulais pour ma vie? Qu'est-ce que j'avais prévu, en fait, pour ma vie? C'était quoi ma vision? C'était quoi mes objectifs? Où est-ce que je voulais aller? Et ça bouge pas. Ça, en fait, cette phase d'acceptation-là, c'est vraiment... Je m'assois, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que je me suis assise, j'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon et j'ai écrit. J'ai écrit, tu es qui, Lydia? C'est quoi le mariage pour toi, Lydia? Pourquoi tu es rentrée dans ce mariage, Lydia? C'est quoi ta vision pour toi? C'est quoi, pourquoi tes enfants? Pourquoi? J'ai tout écrit. Après, il faut savoir que j'écris beaucoup de façon générale, mais cet exercice-là était encore beaucoup plus vrai quand il s'agit d'avancer, en fait, d'accepter que, ok, maintenant je vais devoir gérer la garde des enfants, je vais devoir gérer à distance la relation parentale, je vais devoir m'organiser différemment pour les Noëls, je vais devoir m'organiser différemment pour les vacances, etc. Mais est-ce que ça change qui je suis? Est-ce que ça change ma vision? Est-ce que ça change l'amour que j'ai pour les gens? Est-ce que ça change l'amour et la vision que j'ai pour la famille? La famille, c'est sacré. Non, en fait. Et dans cette acceptation aussi, je pense que c'est primordial de refuser. Comment je vais l'exprimer? De refuser en fait ce que cette situation veut te faire croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette situation veut te faire croire peut-être que tu n'es pas une bonne mère, que peut-être que tu ne fais pas les bons choix,
que peut-être que la famille, on peut pas faire confiance à la famille. Peut-être que. Et en fait, il faut refuser ce genre de choses. Parce que finalement, ça distord un peu tes valeurs. Accepter, c'est de s'adapter. Ça veut dire quoi quand je prends l'exemple de la famille? C'est que la famille, c'est sacré pour toi. Mais apprends à observer ta famille. Apprends à observer les gens de ta famille qui sont autour de toi. La famille, c'est sacré. La famille, c'est important. Garde l'amour de ta famille. En tout cas, moi, c'était mon expérience. C'est que ce n'est pas à cause d'une personne que je vais renier ma famille. Non, j'aime ma famille et je resterai avec ma famille. Donc, c'est aussi refuser, en fait, comment on va dire, j'ai peut-être du mal à l'exprimer, mais c'est refuser les mensonges, en fait, finalement, que les situations veulent installer. C'est refuser ces mensonges-là, refuser ces mensonges pour toi et pour tes enfants. Et pour moi, vraiment, le mariage, c'est sacré, la famille, c'est sacré. Et je pense que parce que j'ai traversé, c'est ce mensonge-là qui, entre guillemets, était en train de frapper à ma porte. Et j'ai dit non. En fait, je vais continuer à montrer à mes enfants que le mariage, c'est important, que la famille, c'est sacré. L'acceptation, c'est de dire, OK, ben, dans des familles, il peut y avoir, il va y avoir des gens qui n'ont pas la même vision. Il va y avoir des divisions, des séparations. Mais ce n'est pas, entre guillemets, comme on dit, à cause d'une pomme qu'on va jeter le panier. Non, on enlève la pomme qui est abîmée et on garde son panier sain. OK? Donc c'est ça l'acceptation. C'est vraiment apprendre en fait de cette expérience et tirer l'essence et la quintessence de ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Il y a tellement de choses à partager que nous allons retrouver dans le prochain épisode. Il y a tellement de choses à dire. Nous allons parler avec les enfants parce que j'aimerais bien qu'ils partagent aussi leur point de vue sur la séparation. Nous allons parler du quotidien. Nous allons parler de la gestion de la garde. My God, la garde des enfants, les vacances, les finances. Oui, Mom Solo, on a plein de choses à se dire. Si tu es seul et que tu es dans le dur de la séparation et que tu te poses plein de questions, tu as besoin d'écoute. Écris ou dis en commentaire « Allô, Maman Solo a besoin d'écoute ». Si tu as des astuces pour gérer la séparation, d'ailleurs on parlera du volet juridique aussi, comment on traverse cette étape-là. Partage-les nous en commentaire en disant « Allô, Maman Solo Solution ». Et si tu as un sujet que tu aimerais aborder en détail, dis juste « Allô, Maman Solo, garde des enfants » et on en reparlera. Je te dis à très vite sur ton podcast « Allô, Maman Solo ». Je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur ton podcast Allô Maman Solo.